Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, on en parle depuis 35 minutes. Le contexte est extrêmement tendu. Le harcèlement des Ukrainiens continue et il s'intensifie même au point de laisser penser à une tactique de guerre. Oui, regardez ces images de vidéosurveillance. Hier soir, on est dans la région de Krasnodar, en territoire russe, tout près de la Crimée. On voit ici, cerclé en rouge, un premier drone, vous allez le voir, qui survole un réservoir de carburant avant d'être abattu. Lorsqu'il est abattu, on va voir cette explosion suivie d'un panache de fumée. Puis un second drone continue sa course vers un autre réservoir qui se trouve de l'autre côté. À ce moment-là, il n'est pas abattu, il arrive au-dessus du réservoir et donc il explose et il déclenche un incendie. Et voici la suite, impressionnantes images de ces réservoirs de carburant en feu, les flammes qui montent vers le ciel, la fumée noire et épaisse, incendie qui était toujours en cours tôt ce matin, désormais éteint. Les autorités russes parlent d'une attaque de 2 drones ukrainiens. Précisons que ce dépôt pétrolier est tout proche d'un autre qui a aussi été ciblé samedi. Cette fois, on est en Crimée, tout près de Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe en mer Noire. Là encore, pour Moscou, il s'agissait d'une attaque de drones coordonnés ukrainiens. 2 dépôts pétroliers visés en 4 jours. Difficile de penser effectivement que ce soit un hasard. Ces 2 attaques sont sans aucun doute liées. En tout cas, c'est le même mode opératoire et cela coûte cher à la logistique russe parce que ces 2 dépôts de carburant alimentaient les troupes russes et les navires russes en mer Noire. Et on parle aussi beaucoup de trains de marchandises ces derniers jours. Effectivement, il déraille beaucoup ces derniers jours. Regardez cette nuit, dans la région frontalière de Bryansk, à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, sortie de rail d'une locomotive et d'une vingtaine de wagons de marchandises, arrivée des pompiers, travaux de réparation, vous allez le voir dans la foulée. Il faut remplacer les rails sur des centaines de mètres. Bref, un sacré bazar. Le gouverneur de la région explique qu'une bombe placée sous les rails a explosé. Pas de morts, pas de blessés selon les autorités. La police russe mène l'enquête. À noter que les dégâts auraient pu être bien plus importants parce que quelques-uns de ces wagons contenaient du propane, du gaz donc. C'est le 3e incident de ce genre en 2 jours sur le sol russe. Hier, une ligne à haute tension a été endommagée dans la région de Saint-Pétersbourg après l'explosion d'une bombe qui avait été placée à proximité du chemin de fer. Et lundi, un autre train qui était en provenance de Biélorussie a aussi déraillé près de Bryansk, en territoire russe. Là encore, après l'explosion d'une bombe sous les rails, train qui transportait des produits pétroliers et du bois. En tout, on a compté 7 sabotages en 4 jours en Russie ou en Crimée occupée. Si l'on considère que l'attaque de drone d'hier soir contre le Kremlin, dont Fanny vous parlait tout à l'heure, est bien un sabotage. Effectivement, cela fait penser à une stratégie militaire, celle du harcèlement que Kiev impose à Moscou. Et c'est d'ailleurs confirmé en partie par Anton Gerashchenko, proche conseiller de la présidence ukrainienne. Il y voit les prémices de la contre-offensive. L'affaiblissement de la logistique de l'ennemi est une partie importante des préparatifs des opérations de contre-offensive. L'intensité des frappes sur les dépôts pétroliers et les chemins de fer augmente. L'affaiblissement des ressources des forces armées russes est en cours. Et cette stratégie militaire du harcèlement de Kiev contre Moscou, elle semble fonctionner parce que la télévision russe réagit. On a plutôt l'habitude de voir sur les plateaux des propagandistes et des généraux bomber le torse et chanter les louanges du pouvoir. Et bien là, c'est plutôt de l'inquiétude que l'on ressent. Écoutez-les. Вас это не шокирует? Меня это шокирует. То есть все те люди, которые продолжают и сейчас, на 2-м году, аккуратно, вот артикулируя, подчеркивать, не война, а СВО. Это не война, это специальная военная операция. Эта специальная военная операция идет в нескольких десятках километрах от Дворцовой площади, дорогие мои. Конечно же, это война. Конечно же, это война. Это война, которая идет на территории России. Это война, которая ведется против всех нас, против каждого et против всех. Absolument bespощadная. Voilà, alors comme par hasard, les Russes annoncent ce matin avoir démantelé un réseau de terroristes. Effectivement, ça tombe plutôt bien. Le FSB a déjoué les activités d'un réseau lié au ministère ukrainien de la Défense qui prévoyait de commettre une série d'actes de sabotage et de terrorisme en Crimée, communiqué des services secrets russes ce matin.
Ils annoncent aussi l'arrestation de 7 personnes et la saisie d'engins explosifs et de détonateurs après des perquisitions. Le FSB affirme que ce réseau planifiait, je cite, des meurtres de hauts fonctionnaires russes installés par Moscou en Crimée. Les propagandistes russes en font aussi leur chou gras, notamment Vladimir Soloviev, que l'on connaît bien ici. Il dévoile cette vidéo d'une prétendue habitante de Crimée qui aurait réceptionné des explosifs cachés dans ses colis d'électroménager. Malgré la peur des Russes, il faut quand même relativiser l'impact réel de ces frappes. Les analystes militaires que l'on suit de près confirment que ces sabotages sont une arme de guerre. On ne peut pas ne pas prendre en compte ces actions. Individuellement, elles sont rarement décisives, mais combinées, elles affaiblissent les systèmes militaires au-delà de l'attrition mutuellement imposée, c'est-à-dire l'écrasement, l'épuisement de l'ennemi. C'est une lutte d'agilité entre les systèmes. Voilà l'analyse de Défense et Sécurité internationale, revue qui est spécialisée dans les questions de défense. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à la fois pour l'Ukraine une manière de déstabiliser et d'impressionner la Russie, en clair, de maintenir une pression maximale en attendant d'être bel et bien prête à passer à la contre-offensive. D'ailleurs, une dernière information pour terminer, Emmanuel, les autorités ukrainiennes annoncent un couvre-feu de 58 heures à partir de vendredi soir dans la ville ukrainienne de Kherson, dans le sud du pays, pour, je cite, que les forces de l'ordre puissent faire leur travail sans plus de précision. Décision, je le redis, ukrainienne. Merci beaucoup, Justine. On reviendra d'ailleurs sur ce couvre-feu. D'abord, vos réactions à ce que Justine vient d'expliquer. On voit bien le contexte et on peut très facilement le relier à la première partie de cette émission sur ce qui s'est passé au Kremlin. Oui, et deux remarques rapidement. D'abord, sur ce qu'a dit Justine, sur la rapidité avec laquelle le FSB, donc service secret intérieur, qui valent un peu notre DGSI, est tout à fait incapable de déjouer les attentats avant, mais alors avec une rapidité tout à fait stupéfiante. Trouver les coupables. Arrête tout de suite les coupables, et explique même que la filière était bulgare. Ils ont donné ce détail. Donc c'est absolument fascinant. Je rappelle quand même que sur l'attentat de Saint-Pétersbourg contre Tatarsky, etc., il n'y a pas de nouvelles infos. On n'a pas de voilà. Donc en général, ça se passe comme ça. Le second point, c'est que je ne suis pas dans les plans ukrainiens, mais quand vous préparez, quand il y a dans les états-majors les cellules de planification des opérations, qui planifient plusieurs types d'opérations, c'est un peu une fusée à plusieurs étages. Et sur le bas de la fusée, le début de la propulsion, ça ressemble un peu à ce qu'on voit. C'est-à-dire, vous commencez à taper les trains, les citernes, les lignes à haute tension. Voilà, donc on va voir... La logistique. Voilà, et d'une façon assez éclatée. Ça tape un peu partout, parce qu'évidemment, on ne donne pas d'indication. Les citernes sur le port de Sébastopol, ça affaiblit la capacité de la marine de guerre russe à frapper à partir de la mer, ce que les Russes font régulièrement à partir de la mer Noire ou à partir de la mer Caspienne. Donc c'est très clair. Les citernes à terre, eh bien évidemment, ça empêche les véhicules blindés, les chars de pouvoir se mouvoir. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, en général, derrière, cyberguerre, cyberopérations pour pénétrer les systèmes de communication informatique de l'ennemi, des Russes, pour les désorganiser, opérations de désinformation, des opérations de déception, de ruse, c'est-à-dire qu'on va faire croire, peut-être que Kherson, le fait de mettre en alerte Kherson, c'est pour faire croire aux Russes que ça se passe à Kherson. Ça peut être une tromperie. Et puis ça va se passer ailleurs. Dans cet étage aussi, vous pouvez avoir des opérations de partisans, une intensification d'actions de partisans. Ça peut être des ciblages humains, des opérations d'exécution de chefs comment dirais-je, ukrainiens séparatistes pro-russes, des opérations de forces spéciales, de pénétration de forces spéciales. Donc vous avez une montée en gamme, et puis après vous avez d'autres épisodes, etc. Mais c'est comme ça que ça se construit. Donc évidemment là, le premier étage, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, en tout cas, le New York Times nous apprend que les autorités russes en territoire occupé ont renforcé les unités de contre-espionnage, évidemment, restreignent leur déplacement. On ne va pas dire qu'il y a une psychose, on n'imagine pas, mais en tout cas, il y a une alerte qui est redoublée côté russe. Dans le sillage de ce que Pierre vient d'exposer, je voudrais insister sur la dimension guerre psychologique. On est très au-delà du panache maquisard style bataille du rail, où on va aller faire une opération spectaculaire, parfois désespérée, sinon suicidaire. Il y a une cohérence
dans les cibles qui révèlent effectivement une stratégie. Les réserves de carburant des Russes ne vont pas être asséchées pour autant. Bon, ils ne vont pas être réduits à l'impuissance et à l'immobilisme. Mais il y a quand même une sorte de saturation des écrans radars de l'ennemi. On sème le doute, on sème l'incertitude, et on le fait dans un moment où on s'aperçoit que tous les insuccès opérationnels ont donné lieu à ce que j'appelle la valse des képis et des épaulettes, c'est-à-dire des changements. Il y a eu une étude, 48 heures, qui a été livrée par l'Institut pour l'étude de la guerre, ce centre de réflexion américain que l'on cite souvent, qui, de manière rétrospective, expose tout ce qui s'est passé. On a quand même eu 4 commandants de théâtre différents, il y a eu 7 patrons du district militaire ouest de l'armée russe, et on s'aperçoit, quand on lit ce document, que chaque moment de doute, d'insuccès, de revers plus ou moins cuisant, a bousculé la hiérarchie, avec un Vladimir Poutine hésitant, qui remplace, qui disgracie, qui ensuite réhabilite, etc., etc. Donc, moi, je crois que ça participe vraiment, dans la phase 1 que détaillait Pierre, ça participe vraiment de cette volonté de semer le trouble dans le camp d'en face. Okay, juste pendant un tout petit mot, c'est qu'évidemment, du côté russe, compte tenu de tout ce qui se passe, ils sont obligés de renforcer la défense opérationnelle du territoire ou de la zone de combat. Vous êtes obligé de renforcer les piquets de protection, donc ça vous fixe des hommes, l'arme au pied, autour de différents objectifs. Donc évidemment, ça diminue les forces qui sont en première ligne ou en deuxième ligne. Compris à l'intérieur et parfois assez loin, à l'intérieur du territoire russe. D'autant plus que les Russes, pour éviter ce qui s'est passé pendant la première année de guerre, où ils concentraient les munitions, les véhicules, le carburant au même endroit, ils ont eu des pertes terribles, ils ont dispatché, ils ont réparti cela. Mais le fait de répartir, ça vous force à répartir aussi les hommes qui vont avec, et ça vous force à les éloigner du front. Donc ce sont des éléments que les Ukrainiens intègrent dans leur réflexion et dans leur plan de bataille. Alors en tout cas, Prigojine, le patron de Wagner, que l'on cite aussi très souvent ici, y voit le début de la contre-offensive. Pour lui, c'est du tangible, c'est du concret. Et on l'a dit tout à l'heure, et Justine nous en a parlé, les propagandistes aussi sont en train de pivoter un petit peu. Vous l'avez d'ailleurs dit, Vincent Hugeux, puisque le magazine d'opposition Medusa nous apprend que des consignes du FSB ont été distribuées aux propagandistes. Regardez, elles sont particulièrement intéressantes. Donc, lorsque l'on parle de la guerre, et que l'on est du côté du Kremlin, ne pas sous-estimer la contre-offensive, ne pas affirmer que Kiev n'est pas préparé à une contre-offensive, communiquer, bien sûr, ça c'est classique, sur les livraisons d'armes occidentales. L'issue de cette contre-offensive-là, c'est très intéressant aussi. Bien sûr, soit elle est favorable, soit elle est défavorable. Si l'offensive échoue, dire que l'armée russe a habilement repoussé une attaque extrêmement puissante. Si l'Ukraine réussit, les efforts de l'Occident ont été très modestes. Alors c'est intéressant. Et dans l'ensemble, quoi qu'il advienne, l'armée russe aura tenu bon. C'est intéressant parce que là, on est dans une rhétorique qui n'est pas loin d'être défaitiste d'une certaine façon. Oui, c'est de la communication et on comprend très bien que les différentes hypothèses sont envisagées. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a 3 enseignements, puisqu'on fait du commentaire en temps réel sur des événements que l'on découvre parfois. 3 enseignements. Le premier, c'est qu'on voit bien que les Russes ont une tactique qui consiste à dire on va gérer ce conflit de manière non conventionnelle. On aurait pu s'attendre au départ, eh bien, il va y avoir des attaques strictement militaires, il va y avoir des attaques de telle nature, et finalement, ils diversifient les réponses qu'ils donnent de manière effectivement à déstabiliser et à surprendre. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce que finalement, au fond, ils ont la grande Russie, et on aurait pu se dire, et on a eu l'occasion de dire, attention, l'Ukraine, finalement, par rapport à la Russie, par rapport à ses moyens, est très petite. Et donc, en utilisant ces moyens, il y a un rééquilibrage du rapport de force. La deuxième chose, il y a à l'évidence une difficulté des Russes à anticiper, en tout état de cause, à assurer ou à assumer, mais d'abord à assurer, les attaques qui sont portées. Donc là, c'est une surprise, c'est un enseignement, c'est factuel. On l'a vu tout à l'heure avec l'attaque sur le Sénat, on a eu l'occasion de le voir sur d'autres éléments. Et puis, la troisième chose, je crois que le message derrière tout cela pour les Ukrainiens, c'est de dire, au fond, nous sommes peut-être petits,
Nous sommes un petit pays, nous avons les Occidentaux, mais nous sommes un petit pays, mais quoi qu'il arrive, on va vous pourrir la vie. Et donc, les choses ne vont pas s'arrêter comme ça. Quoi qu'en dise Poutine, il montre bien, l'Ukraine montre bien qu'elle va être capable, ici ou là, et je rejoins ce qui a été dit en disant, en mettant le feu à telle réserve de pétrole, ça ne va pas assécher les réserves pétrolières de la Russie. Pour autant, de vous dire que si il n'y avait pas une issue favorable à l'Ukraine pour le coup, eh bien, les Russes ne seraient pas pour autant, ils ne pourraient pas se dire, on rentre à la maison, tout est bien, on a gagné, et puis la vie est belle. Non, ça veut dire qu'ils vont continuer, et de petites attaques, vous savez, c'est comme le moustique qui vous pique, il n'est pas mortel comme ça, mais à force de vous piquer, il vous pourrit la vie. Eh bien, c'est exactement ce que font les Russes, les Ukrainiens, pardon, et c'est la raison pour laquelle ils vont continuer avec les moyens qui seront les leurs. Et d'ailleurs, dans les consignes du FSB aux propagandistes, il y a une forme de respect de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire surtout ne pas sous-estimer la contre-offensive, ne pas affirmer que Kiev n'est pas prêt. Ils sont pris au sérieux, bien sûr. Oui, alors ils ont oublié quand même de souligner une ironie, je vais y arriver, cruelle pour la Russie, qui n'a jamais voulu parler de guerre, mais d'opérations spéciales. Les opérations spéciales, c'est exactement ce que font les Ukrainiens, en ciblant des trains, en ciblant des pylônes, en ciblant les réservoirs de carburant. C'est ce que les militaires appellent les opérations spéciales. Il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, et dont les services occidentaux ont remarqué, c'est que les Ukrainiens ont aussi commencé à brouiller tout ce qui est communication électronique du côté russe, ce qui explique aussi peut-être pourquoi ils sont un peu aveugles en ce moment, les Russes, et qu'ils ne réussissent pas à anticiper et à parer les attaques qui sont lancées par les Ukrainiens, que ce soit sur des sites comme on peut le voir là, de carburant ou autres. Mais c'est vrai que le fait même qu'ils aient distribué cette littérature prouve qu'en effet, on n'est plus dans la période superbe de la Grande Russie, et que là, cette fois-ci, ils savent qu'ils vont se retrouver face à une situation où ils risquent de ne pas apparaître comme étant les grands gagnants. Donc on voit bien qu'ils sont en train de trouver à la fois d'un point de vue de la rhétorique, du fait de se positionner en tant que victime aussi avec cette attaque sur le Kremlin, une fois de plus, d'essayer de jouer un peu à côté de ce qui se passe réellement pour écrire un peu une histoire parallèle et pour après justifier ce qui sera passé. Mais ce qui est très intéressant, c'est ça, ce sont les opérations spéciales menées par les Ukrainiens dans ce qui est bien une guerre. Revoyons ces images d'attaque, je mets des guillemets parce que pour l'instant, vous le comprenez bien, on en ignore quasiment tout. Si vous nous rejoignez, ce drone qui est, semble-t-il, intercepté au-dessus du dôme du Sénat, sur le Kremlin, donc à proximité, vous le voyez, de ces échafaudages qui ont été mis en place pour le défilé du 9 mai. C'est sans doute l'information principale de la journée. Il y a eu, doit-on y voir une mesure de rétorsion, mais des frappes extrêmement importantes cet après-midi à Kherson. Vous allez en découvrir les images. Kherson qui sera sous couvre-feu entre le 5 et le 8 mai, a été frappé. On a un bilan qui est extrêmement provisoire pour l'instant, qui fait état de 16 morts. C'est un bilan qui pourrait évidemment grimper puisque certaines frappes sont tombées sur des supermarchés. Oui. Vous le voyez. Donc pour l'instant, bilan extrêmement provisoire. On a l'impression d'ailleurs d'être dans une forme de systématisme, c'est-à-dire que la vengeance se fait sur les civils. Oui, vraiment là, il y a malheureusement une habitude russe. Chaque fois que les Russes encaissent des échecs militaires majeurs ou ont des frappes sur leur territoire, derrière, vous avez une campagne de frappe sur des objectifs civils. C'est vraiment un classique. Si je peux rajouter juste un mot, puisqu'on approche d'une période historique, le 8 mai pour nous, le 9 mai pour les Russes, mais c'est la même victoire sur l'Allemagne nazie, pour expliquer aussi certains des débats qui ont lieu sur les émissions de télévision russes. Comment dirais-je, nous, Français, nous avons été traumatisés par la défaite de mai-juin 40. Et je vois souvent ressortir une espèce de, notamment à l'occasion des débats sur quel est l'état de l'armée française par rapport à la menace, dans des discussions, vous avez ça qui revient. Chez les Russes, ils ont une histoire militaire compliquée et douloureuse. 1812, les Français arrivent à Moscou. 1854, ils sont battus en Crimée par les Français, les Anglais, les Turcs
et le Piémont-Sardaigne. 1905, ils sont battus par les Japonais. Ça a été une défaite extrêmement cuisante et très douloureuse. 1917, ils sont battus par les Allemands. 1941, ils sont complètement enfoncés par l'Allemagne nazie. 1979, l'Afghanistan. La première guerre de Tchétchénie, j'avais un doute sur la date, 95, 96, la première guerre de Tchétchénie. 96. 96, ce n'est pas un succès. Et donc, en fait, vous avez ça dans la mémoire. Et d'où une espèce aussi de, comment dirais-je, de crispation, en disant, mais est-ce qu'on va renouer avec ces cycles de défaites, sachant que cette petite opération spéciale qui devait se régler en quelques jours, 14 ou 15 mois après, on y est encore, et c'est pas un franc succès. Un bref éclairage sur la hargne manifeste focalisée sur Kherson. N'oublions pas que Kherson, qui tombe dans les premiers jours, est aussi un lieu où, 48 heures après le déclenchement de l'agression, vous avez des civils qui descendent dans la rue en disant « rentrez chez vous ». Et il y a un flottement de plusieurs heures, avant évidemment de choisir le pire, c'est-à-dire la répression bête et brutale. On sent bien que les soldats russes sont totalement interloqués. Les tapis de pétales de rose qu'on leur promettait, c'est pas exactement ça. Deuxième élément, la région de Kherson a été l'une des plus inventives dans une résistance de type maquisarde, avec des partisans, avec des coups de main dès le mois de février-mars. Et donc ça, ils l'ont mal encaissé et digéré. Et puis dernier élément sur Kherson. Kherson, c'est quand même cette ville qu'un certain Sergueï Sourovikine, qui depuis a été rétrogradé, mais qui avait été élevé à l'époque au rang, à la dignité de commandant de l'ensemble du théâtre, l'homme qui allait sortir l'armée russe de la poisse, eh bien, Kherson, on décide d'en partir parce qu'on ne le sent pas et on passe de l'autre côté, sur l'autre rive du Dniepr. Donc je crois que ça peut, évidemment, certainement pas justifier, mais en tout cas expliquer en partie cet acharnement particulier.